Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Sport en France. Sport en France, la chaîne de toutes les disciplines, de toutes les pratiques qu'on essaye de vous proposer tout au long de l'année avec une variété qui est vraiment inégalable, évidemment, sur les chaînes françaises. Aujourd'hui, une émission spéciale qui va prendre la coloration des arts martiaux et plus particulièrement du MMA, arts martiaux mixtes en français, que l'on va suivre à l'occasion d'une soirée de gala exceptionnelle du côté du cirque d'hiver. Ce sera le 9 juillet prochain. Et aujourd'hui, c'est une émission pour vous présenter les combattants, la discipline aussi de manière générale que l'on vous propose. Et qui de mieux que les personnes qui vont incarner cette discipline sur l'antenne tout au long de ces rendez-vous et de ce MMA Grand Prix, c'est de ça dont il est question. Ce sont justement ces consultants et journalistes qui vont nous accompagner tout au long de cette émission avec à ma gauche Lucie Berthaud. Salut Lucie. Ça va ? Ravi de te retrouver dans le roster Sport en France, des consultants. Quintuple championne de France de boxe, entre autres, vice-championne du monde aussi, de MMA en amateur. Donc voilà, grosse crédibilité pour nous parler de ces disciplines à l'orée de cette saison. On est ravis. Face à toi, on peut parler d'un des visages fondateurs du MMA et de ce qu'est cet art martiaux mixte, on va l'appeler à la française. Greg MMA est avec nous, Grégory Bouchelaghem, pour celles et ceux qui voudraient te retrouver dans ton nom, mais tu es connu comme Greg MMA. Salut Greg. Salut Maxime. Ça va ? Super, écoute, ça va être une belle opportunité pour moi de présenter ces MMA GP. Toujours des beaux spectacles, un beau spectacle, beaucoup de bagarres, de l'action, tout ce qu'on aime. Justement, tu me tends une perche. On va consacrer tout à fait cette première partie d'émission à parler de MMA et de cette organisation MMA GP. Et pour nous en parler, on n'a ni plus ni moins que son cofondateur qui est avec nous, Abdel Khaznadji. Salut Abdel. Salut Maxime. Merci de répondre à notre invitation pour présenter déjà MMA GP, tout ce fil de réunions que tu vas essayer de proposer, que tu vas nous offrir sur l'antenne de Sport en France, et puis plus particulièrement cette réunion du 9 juillet, si tu le veux bien, où l'on aura au niveau du roster un combattant qui est avec nous, Alphand Rocher-Lab. Salut Alphand. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va ? Ça va, nickel. Merci. Nickel. Bon, je t'ai senti vraiment décontracté en avant émission, tout ça. J'espère qu'il en sera de même avec nous pour nous parler de ton actu, de ton approche, évidemment de ce rendez-vous qui s'annonce important pour toi, pour ta carrière, comme pour les autres combattants qui seront présents. Donc, le 9 juillet, première partie d'émission sur le MMA. Vous l'aurez compris, c'est un premier rendez-vous qu'on espère institutionnaliser, devenir régulier sur l'antenne de Sport en France. Aussi, je vous demanderai aujourd'hui d'être un petit peu didactique. On va accompagner celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ces disciplines en proposant un petit peu d'histoire et de connaissance donc, de ce MMA. Sans plus tarder, donc cette première partie un petit peu historique. Avec toi, Lucie, si tu le veux bien, MMA, en quoi ça consiste? J'ai envie de te dire Kesako, quand on veut s'adresser à des gens qui ont fait des arts martiaux, je ne sais pas, à l'école, mais qui ne connaissent pas forcément le MMA, qui est très frais dans les antennes françaises. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Déjà, c'est la nouvelle tendance. Tous les jeunes, maintenant, ont le mot octogone à la bouche. Donc, c'est la nouvelle tendance qu'on ne peut plus ignorer. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la convergence de tous les arts martiaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un karatéka, un boxeur, un jujitsuka, un lutteur peut se retrouver dans cet art martial parce que c'est un art martial qui globalise un petit peu, qui fédère au niveau de tous ces arts martiaux. Donc aujourd'hui, c'est une audience qu'on ne peut plus ignorer non plus. Ça se chiffre à 3 millions. C'est une estimation, bien sûr, parce qu'il y a les licenciés, il y a les non-licenciés, mais c'est une audience qui représente énormément. C'est un impact économique et forcément, on arrive de manière assez tonitruante dans le paysage sportif français. Oui, ça va très vite et Sport en France n'a pas loupé ce wagon. Greg, on parle d'une assimilation de plusieurs disciplines. Qu'est-ce qui fait justement le sel d'un combattant? C'est justement la capacité à venir de tous les horizons. C'est ça qui fait que le MMA est un catalyseur et connaît cette expansion dont parle Lucie? Ce qui est très intéressant dans le MMA, c'est justement de savoir qui est le plus fort quand tout est permis ou presque. Donc c'est là-dessus que s'est basé le MMA. Au début, on voulait savoir qui est le plus fort entre le judoka, le karatéka, le boxeur, le lutteur. Tout le monde avait son petit mot à dire. Tout le monde fantasmait sur ses capacités supposées au combat. Et le MMA a répondu à cette question de manière absolument fondamentale, notamment le 12 novembre 1993,
à Denver, Colorado, avec le premier UFC où, médiatiquement, ce sport est né. Et on a pu savoir à peu près quel art martial était le plus fort. Et aujourd'hui, les gens se spécialisent de moins en moins et ils travaillent directement le MMA pour travailler toutes les disciplines, toutes les distances de combat. 93, tu le dis, Greg, ce qui veut dire qu'on a une petite trentaine d'années sans avoir cette discipline présente sur le territoire français, entre guillemets. Pas de réunion, pas de diffusion, si ce n'est évidemment avec l'UFC. Abdel, les raisons de cette interdiction, ce travail ensuite qui a été fait pour sa légalisation, on en reparlera. Quand on a une discipline comme ça qui est née au Brésil, qui s'accroît et qui connaît un énorme impact aux États-Unis, qu'est-ce qui bloquait l'idée de tout est permis, comme le disait Greg? Ouais. En fait, ça a été politique, il y a plein de choses derrière tout ça, donc maintenant on peut en parler librement, mais c'est vrai que ça a été bloqué politiquement. On va dire, il y avait le côté sulfureux, le côté spectaculaire, violent. C'est vrai qu'au début, c'était violent, il faut être réaliste. Les premiers combats du UFC, on avait le droit à la tête, on avait le droit. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas vraiment de règles. Donc après, ça s'est structuré avec le temps. Nous, les premières demandes pour que ce soit légal en France ont été faites après la structuration quand même. On n'est pas arrivé sur l'envie de faire du MMA en France à coup de tête, avec des pénaux. Le but, c'était vraiment de demande. Quand il y a eu les premières demandes de légalisation en France, le MMA était structuré. Ouais. On n'était pas sur le MMA de 93 qu'on appelait plus free fight à l'époque. C'est l'avantage effectivement d'arriver. Ce qui a bloqué, c'était vraiment la politique. Le côté legal et l'organisation. Tu valides, Greg, toi qui as fait ton premier combat, je crois à Marrakech en 2003. Comment tu faisais dans cette interdiction territoriale là pour affiner ta passion et puis surtout pouvoir profiter de cette passion qui était la tienne? Comment ça se passait à cette époque-là, sans faire l'ancien? Si, je suis un ancien, donc je vais faire l'ancien. À l'époque, on faisait un petit peu à l'arrache. On s'entraînait avec des spécialistes du judo notamment, parce que le jiu-jitsu brésilien n'était pas développé. C'est un petit peu l'art martial fondateur, entre guillemets, du MMA. Et puis on faisait avec ce qu'on pouvait, et surtout on s'expatriait, puisque c'était interdit de combattre sur le sol français. Donc on a fait nos armes, en tout cas moi, à l'étranger, puis beaucoup d'autres de mes contemporains, entre guillemets, quoi. Alors, quelques anciennes ministres des Sports ont pas mal poussé. Donc, du coup, dans ces dernières années, on pense à Laura Flessel, on pense à Roxana Maracineanu pour cette légalisation. Elle intervient par rapport, Abdel ou Lucie, par rapport à ce potentiel qu'évoquait justement Lucie tout à l'heure. Ça devenait incontournable d'avoir du MMA dans un prisme médiatique comme 66 millions de Français. Tube cathodique énorme quand même. En fait, on était dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'autorisait pas les combats de MMA, mais on autorisait les gens à le pratiquer en club. Donc il n'y avait pas d'encadrement et finalement c'était un sport qui était un petit peu considéré comme sauvage. Donc l'apparition d'un encadrement, elle était juste nécessaire. Et ça s'est fait un petit peu naturellement parce que, les structures professionnelles comme l'UFC, le Bellator ont déjà bien popularisé le sport, l'ont déjà bien rendu sportif avec des règles qui sont aujourd'hui très sportives. Ensuite, on a eu la structuration de l'IMAF qui est un tournoi amateur et qui se calque un petit peu sur ce qu'on peut retrouver avec le judo, la boxe. Donc, on est presque dans une version du MMA qui pourrait presque devenir olympique à terme. Donc, à partir de là, et une fois qu'on a prouvé que le MMA est juste la convergence de tous les autres arts martiaux, et à partir du moment où on n'interdit pas les autres arts martiaux, quelle raison on a d'interdire celui-ci? Tout est bien encadré, tout est déjà bien structuré. Et ils ont même de l'avance, je dirais, sur certaines disciplines comme la boxe anglaise, d'où je viens. Ouais. Et finalement, les disciplines un peu plus anciennes viennent tirer leur inspiration du développement du MMA. Donc, voilà. Sportivement, médiatiquement aussi. Sportivement, au niveau du marketing, au niveau de la structure, à plein de niveaux. Ils ont une avance déjà considérable. Donc quand on a légalisé, c'était déjà prêt. En fait, le bateau était déjà prêt. Donc il fallait juste que le vent se lève. Belle métaphore. Ouais. Elle est très très chaude, Lucie, en ce début d'émission. Est-ce que le vent se levait déjà pour toi, Alphonse? C'est là où toi, ta génération intervient. Tu baignais déjà dans ces retransmissions, dans cette vie-là. Toi, en février 2020, tu en es où? Tu baignes dans d'autres disciplines ou t'attends juste que ça décolle? J'étais déjà en tant que combattant, j'étais déjà combattant, mais du coup on faisait du pancrace à l'époque en France. Donc c'est pas pareil, il n'y avait pas le droit à la cage, il n'y avait pas le droit aux frappes au sol, donc c'était vraiment inadapté.
Et c'était quand même beaucoup moins bien parce que finalement, c'était pas le sport pour lequel on s'entraînait tous les jours. Bien sûr. Du coup, cette annonce, tu la vis comment? Est-ce que tu te souviens ou des rumeurs déjà avant où tu te dis ça va se faire, on te dit mais c'est bon, tu vas pouvoir bientôt… Après, on savait que ça allait se faire, on ne savait pas quand, mais ça faisait plusieurs années que ça poussait et qu'on sentait que ça arrivait. Mais une fois qu'on a su l'officialisation, on était tous ultra contents. Sur ce plateau de Sport en France, on va parler de MMA, GP, évidemment, de ce tour des différentes réunions que l'on va vivre ensemble. Abdel, avant cela, je poursuis sur cette histoire récente française. Justement, cette légalisation, sans parler de l'attrait du public, on l'a dit, qui était déjà là, la volonté des combattants. Est-ce que ça a changé l'image au moment d'aller démarcher des partenaires? Parce que tu dois avoir ces besoins-là, évidemment, parler à des politiques, à des mécènes. Est-ce que cette image-là, avec la légalisation, le côté sportif très développé, ça t'a changé la vie? Alors, c'est en cours de changement, on va dire. On a encore beaucoup de gens qui ont du mal à… Elle pâtit encore d'une image carrément. Bad boy. C'est pour ça que Sport en France, c'est une grosse victoire pour nous. Il faut être réaliste, puisque avoir une diffusion française gratuite, afin que tout le monde puisse profiter du spectacle et puis constater qu'il y a ce qu'on leur dit du MMA et ce qui existe réellement. Et c'est vrai que là, c'est déjà une première… on va dire que le dossier est ouvert, mais le chantier est encore long. Il va falloir que certains politiques interviennent aussi, histoire de nous démocratiser un petit peu le MMA, parce qu'il est légal aujourd'hui, mais pas démocratisé pour moi. Beaucoup de gens sont intéressés, je rencontre beaucoup de monde, des chaînes, des sponsors, tout le monde… Et dans l'attente, on va voir ce qui se passe, ils essayent de voir. Je pense qu'ils ont besoin de cette année ou deux, voir s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas… Parce qu'on vous vendait avant, quand on vous vendait le MMA il y a quelques années à la télé, on vous mettait les pires images en vous disant « Regardez, c'est ça le MMA », on vous montrait un mec qui avait pris un coup de coude. S'il pouvait être inconscient, c'était encore mieux. Carrément. Et puis on parlait que de l'intégrité des combattants. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est un sport qui est super réglementé, justement, et qui est très encadré. Je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi. Lucie, on va beaucoup parler d'athlètes accomplis, de sportifs incroyables. Alphan est là pour en témoigner. Tu parlais de la convergence du MMA, qui était aussi désormais une source d'inspiration pour d'autres disciplines. Est-ce qu'au-delà de ces gladiateurs des temps modernes, est-ce qu'on a affaire à une discipline qui peut être accessible comme une première discipline? Ou est-ce qu'il faut quand même passer par le judo, par le jiu-jitsu, des disciplines un petit peu plus scolaires, en tout cas connues comme étant un peu plus scolaires pour rentrer dans le MMA? Ou est-ce qu'un jeune, un vieux qui veut découvrir, je ne sais pas, mais en tout cas des personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose peuvent se lancer dans le MMA aujourd'hui? Alors, comme disait Abdel, à ce niveau-là, on est aussi en work in progress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui naissent un petit peu comme des champignons, ça pousse de partout. Et puis avec un volet éducatif, un volet féminin. Par exemple, dans mon club, on a créé la première structure féminine où il n'y a que des professionnels. Lequel? Tu peux nous faire Enerfight. Okay. Voilà, donc encadré par Johnny Frachet qui travaille à la fédération. Il n'y a que des femmes professionnelles. Et donc, ça, il y a encore quelques années, ce n'était pas possible, pas envisageable. Il y en avait une par club, grand maximum. Et donc aujourd'hui, on est sur un volet qui est loisir, qui est éducatif, qui est féminin. Et donc, à travers ça, on va populariser cette discipline. Ça va se faire naturellement. Mais il faut laisser le temps au temps. C'est en train de prendre du terrain. De toute façon, c'est indéniable. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de venir d'un autre art martial tel que le judo, la lutte, la boxe. Si tu viens en MMA, tu peux faire tes armes dès le départ, faire tes classes en amateur et devenir un professionnel aguerri sans problème. On a parlé donc de cette naissance avec vos éclairages, Greg, Lucie notamment. 8 mois après cette légalisation, bam, premier événement, Palais des Sports de Vitry. Vitry-sur-Seine. Ouais. Et c'est toi, Abdel, qui a l'honneur un petit peu de couper ce cordon, là, tu sais, d'inaugurer cet événement. Voilà. Avant même de parler de cet événement, qu'est-ce qui fait que toi, d'un point de vue de trajectoire personnelle, de carrière, tu te retrouves à être dans ce milieu et à pouvoir te lancer, à être la personne qui ouvre les hostilités, si je peux dire ça? J'avais déjà un gros vivier à l'époque. Hobby Fight, avant le confinement, c'était une grosse… Enfin, c'était 40, on avait été 30-40. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hobby Fight, dis-nous, c'est du management, c'est des agents de combattants? C'est le club que j'ai fondé en 2016. Donc, on a essayé d'être un petit peu… On a monté un club… On le voit à l'image. D'accord. On a monté un club un petit peu, vous savez, la version un peu anglo-saxonne des sports de combat, ouvert du matin au soir, où on peut tout pratiquer. Vous avez la prépa physique, vous avez du grappling, du jiu-jitsu, enfin, tous les sports… qui touche justement au MMA. Et c'est vrai qu'on a lancé cette salle en septembre 2016.
Et puis, juste avant le confinement, on s'est retrouvé avec un groupe énorme, 30, 40 pros, semi-pros. Et puis, tous ces gens, je les ai vus éteints pendant le confinement. Donc, on s'entraînait, on se préparait. J'avais des gens sur le fil du rasoir, prêts à combattre. Vous savez, c'était la période où on sortait... il n'y avait pas encore les jauges, enfin, on ne pouvait pas encore accueillir du public, mais les combats commençaient à se lancer en huis clos, un peu partout. Le Brave lançait des choses. Le problème qu'on a constaté en France tout de suite, c'est qu'étant donné que ce n'était pas légal en France, on était sur une légalisation, donc c'était entre septembre 2019. Ouais, exactement. Et le problème, c'est que les Français se sont retrouvés bloqués. Les Français ne pouvaient pas quitter la France à cause du Covid, et sur le sol français, ils ne pouvaient pas combattre. Donc on s'est retrouvé dans une situation où j'avais plein de combattants qui étaient entraînés, qui avaient besoin de combattre. Et si vous voulez, quand on a lancé... c'est ça le déclencheur. Le déclencheur, c'est qu'il faut savoir, pour la petite histoire, que j'allais le faire en Belgique de toute façon. D'accord. J'allais m'arranger avec nos confrères d'European Beatdown pour faire un huis clos, pour faire combattre. À l'époque, j'avais Laetitia Blo, j'avais Mickaël Lebou, il y avait une série de gros combattants chez nous, et j'avais besoin de les faire combattre, quoi. Le moral tombait, ils étaient prêts. Et au final, juste avant, on m'apprend que septembre, les licences sont ouvertes et qu'on peut organiser. Donc je me lance. En octobre. Et en 3 semaines, on a monté l'événement. Avec Eric Conaco. Avec mon associé Eric Conaco. Exactement. Donc ce challenge, on a bien compris d'où il venait. Une grande première donc de ce MMA GP. Est-ce qu'on peut évoquer, peut-être avec toi Lucie, cette idée d'organisation, les différentes organisations, tout le monde a entendu parler de l'UFC, on l'a même mentionné, on l'a même cité. MMA GP, UFC, voilà, et il y en a d'autres, Bellator. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une gradation ou est-ce que c'est des associations, des organisations complètement différentes? Non, alors il y a plusieurs strates. Il y a d'abord le volet amateur dont on a parlé, c'est l'IMAF. Donc là, ça permet de se faire ses armes, ça permet de prendre de l'expérience, de commettre des erreurs, d'apprendre de ses erreurs et d'arriver ensuite en professionnel en ayant fait ses armes et en ayant fait les erreurs qu'on doit faire au départ d'une carrière. Ensuite, on intègre donc une carrière professionnelle, donc par le biais d'une organisation. Au départ, ça va se faire par une organisation locale, par exemple francophone, ça peut être MMA GP, ça peut être Hexagone, ça peut être Ares, ça peut être tout un tas d'organisations qu'on voit rayonner au niveau local, voire international européen. Ensuite, il y a les organisations au rayonnement européen, on peut citer par exemple le KSW, et ensuite on va aller chercher des plus grosses organisations type l'UFC, donc là c'est carrément la Champions League, c'est l'équivalent. On va avoir... J'aime bien les métaphores, l'image est parlante. On va avoir peut-être le Bellator qui va être l'Europa League et ensuite on va avoir d'autres organisations comme le PFL, le Combatté Global qui ont des rayonnements internationaux mais qui ne sont pas encore au niveau de l'UFC par exemple. Et c'est vrai que c'est la locomotive l'UFC et que tout le monde souhaite rentrer dans cette organisation en général parce qu'ils sont tellement offensifs au niveau marketing, ils font rêver tous les combattants, ils font rêver les spectateurs et donc ça fait rêver tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément l'organisation qui paye le mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un combattant comme Saladin Parnasse, un Français donc, qui est au KSW gagne beaucoup plus que ce qu'il ne pourrait gagner aujourd'hui à l'UFC. Donc oui, c'est celle qui est la plus visible, mais ce n'est pas celle qui rémunère le plus. Et du coup, Greg, avec ce qu'on expliquait là sur ces différentes organisations, pas si évident que ça finalement les passerelles quand on est combattant et si par exemple on est dans une organisation assez lucrative, faut prendre en termes de coût avantage pour aller par exemple dans une autre organisation. Il faut penser à ça aussi, j'imagine. C'est pas si évident que ça de se dire l'UFC c'est pas forcément non plus une sirène qui est la seule atteignable, quoi. Non, Lucie a très bien exposé la chose. L'UFC, c'est pas la panacée. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il faut prendre du plaisir aussi. C'est un sport qui est rémunérant, mais c'est pas que ça le but, même dans les organisations dites locales. C'est un sport où on veut se faire plaisir, on veut montrer des choses, on veut se prouver des choses à soi-même. Après, le côté oseille, parfois, c'est souvent secondaire. Oui. Donc moi, les petits jeunes, je leur dis doucement sur l'argent, faites vos armes, prenez du plaisir, entraînez-vous. Et ensuite, peut-être que certains arriveront à en vivre, mais c'est vraiment une poignée. En France, s'il y a 20, 30 athlètes maximum qui en vivent vraiment, sans avoir un boulot à côté, c'est magnifique. Ouais. Donc les jeunes, je vous dis, pensez à vos diplômes également. Le MMA, c'est un plaisir. Après l'UFC, le Bellator, le ONE FC, peut-être un jour, ça viendra, mais pour l'instant, entraînez-vous dur et avec le plaisir, je pense que ça viendra.
Le miroir aux alouettes peut faire mal, on peut s'y brûler les ailes. Ce MMA GP, revenons-y parce que le premier événement, eh bien on va y revenir, ça va nous permettre de planter le décor sur l'événement du 9 juillet du côté du cirque d'hiver. C'était début juin du côté du Havre qu'on s'est retrouvé pour la première fois avec Sport en France à proposer ces rendez-vous. Abdel, première diffusion et avec une icône que vous avez pu remettre au goût du jour et à l'affiche chez lui, Jérôme Le Banner. Gros coup, quoi. Gros coup, ouais. Tout à fait fier. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait. On se connaît depuis quelques. Il faut savoir que tous, on se côtoie un peu tous dans le monde du combat. Le monde du combat en France, il est très petit. Il faut savoir qu'on n'était pas très médiatisé avant, donc on s'est tous croisés plus ou moins à un moment ou à un autre. Et si vous voulez, Jérôme, on a un lien qui est son agent, Alan Kermorvan, que je salue. Et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et voilà, Jérôme, on se connaît. Et puis là, j'avais envie de le faire. Et puis quand Alan m'a proposé, il m'a dit au Havre, ça peut être magnifique. Jérôme au Havre, c'est énorme. Jérôme a accroché tout de suite. Et puis on a lancé le projet. Lui, amener la cage, il l'a dit plusieurs fois, amener la cage au Havre, c'était vraiment une ambition pour lui. Donc c'était génial. Et puis belle opération, il nous fait une soumission. Il y avait tout ce qu'il fallait là. Donc, Abdel, je tiens quand même à dire que tu es l'homme des gros coups. Premier événement en France. Jérôme Le Banner, le comeback, Cédric Doumbé. On en parlera après, mais c'est quand même l'homme des gros coups, Abdel. Exactement. Merci. Toi, c'est un compliment. Cédric Doumbé, le 9 juillet, il sera avec nous, le franco-camerounais, dans quelques minutes. On va parler évidemment de cette réunion. Avant cela, ce petit flashback, Lucie, sur Le Havre, où tu commentais pour nous, évidemment, ce premier rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, les combats forts? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce rendez-vous qui a un petit mois maintenant? Alors, ce que moi j'en retiens, parce que c'est très personnel en fait. Oui, c'est subjectif. J'ai beaucoup aimé le retour de Quentin Domergue, un gros comeback après une traversée du désert très compliquée, avec des défaites consécutives, plusieurs années sans combattre. Et finalement, c'est un homme qui arrive à vaincre ses démons dans la cage. Donc ça, c'était une belle histoire. Et moi, j'aime les belles histoires. Pour la même histoire d'ailleurs, on a eu Marie Loiseau, qui pareil a eu une belle traversée du désert, qui a déjà combattu au MMA GP d'ailleurs. Donc voilà, c'était important pour elle de revenir parce qu'une défaite, on ne sait pas, ça aurait pu peut-être la projeter vers la retraite. Donc c'était vraiment un combat à enjeu pour elle, donc je suis ravie qu'elle ait réussi elle aussi à vaincre ses démons. Et puis un combattant qui m'a impressionné, c'est Virgil Haugen. Je me dis que, alors Virgil Haugen, je me dis que lui, il va falloir le surveiller de très près parce que il a un potentiel de malade. Ouais, en tout cas, énorme impression effectuée par Virgil lors de cette belle réunion au Havre et ce GP donc qui a marqué la première sur Sport en France. Alphand, tu devais en être, Alphand? Oui. Finalement, ça s'est pas fait? Annulation 10 jours avant. Ok. Quel état d'esprit au moment où tu l'apprends? J'imagine qu'il y avait assez peu de combats pour toi en plus dans les temps qui avaient précédé. J'imagine que tu avais très très envie d'y retourner. Et du coup, ça se repousse. Comment tu vis le moment là sur le à l'instant T, quand on l'apprend, forcément on est dégoûté, hein, sachant qu'il y a derrière tout ça, il y a le régime, enfin il y a vraiment toute la préparation qui va avec, il n'y a pas juste l'échéance. Mais après, on a vu avec Abdel et ma team de management, et ils nous ont directement proposé d'enchaîner sur du coup l'édition après, un mois après, et avec un autre adversaire. Et du coup, en fait, j'ai prolongé ma prépa, et là, c'est la semaine prochaine, et on est prêt. Du coup, on a presque enchaîné 2 prépas, quoi. Eh bien, écoute, on va y revenir avec toi au moment d'évoquer ce GP au cirque d'hiver parce qu'effectivement, on a envie de connaître un peu ces coulisses, maintenir un niveau de forme pour des béotiens comme nous, ça doit être assez compliqué. La masse grasse et tout, oh là là là, en un mois. Oh Greg, pour toi c'est facile, mais ça ne fait pas sourire. Non mais chapeau l'artiste, c'est tout, voilà, on valide, que veux-tu? Un compliment de temps en temps, ça fait pas de mal, non? Je prends. Ok. Bon, un petit mot quand même sur Jérôme, parce que toi, tu as la particularité de le connaître vraiment bien. Je crois même qu'il y a une petite vidéo que tu avais faite, il y en a quelques-unes, mais une que l'on va voir, cette connivence et cette connaissance du champion qui est une source d'inspiration pour toute une génération et le premier à avoir transcendé finalement la connaissance du MMA, mais à être rentré un peu dans les foyers français, autres que les purs connaisseurs, non? Je me trompe? Jérôme, c'est un peu particulier, c'est pas qu'un grand champion. On a souvent ce mot de légende quand on parle d'athlète, mais lui, c'est vraiment une des légendes du sport français. Il y en a 2-3 grandes légendes. Il y aurait aussi
Teddy Riner. Et puis le judoka, c'était avant... Douillet. Voilà, David Richard, Douillet. Douillet, pas Richard. Mais Richard Douillet. Tu les mets sur le même pan des sports de combat des trois légendes. Ouais. Et donc, c'est un monstre à la fois physique, un état d'esprit hors du commun, une longévité exceptionnelle. Il a rencontré certains des plus grands combattants au monde. Ça fait longtemps qu'il fait du MMA, c'est quelqu'un de très courageux parce que son niveau au sol n'est pas exceptionnel, en tout cas pas au niveau de son pied-point. C'est normal, on ne peut pas exceller partout, mais il sait se remettre en question. Il apprend le grappling avec certains des plus grands professeurs de grappling, donc Thomas Loubersan notamment. Donc c'est tout à son honneur de se remettre en question. Il n'hésite jamais à demander conseil à meilleur que soi. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et quand moi tournais avec lui, c'était un de mes rêves de gamin. Il a d'ailleurs fait la préface de mon livre. Donc pour moi, c'est un honneur immense de pouvoir m'entraîner de temps en temps avec Jérôme. Ah oui, tu vois, on parlait masse grasse évidemment. Il est encore fit le Greg. Je n'aurais pas l'irrespect de donner ton âge. Mais effectivement, on aimerait bien être comme ça à un certain âge. Abdel, au-delà de la présence de Jérôme, ça a donné un focus incroyable, j'imagine, à cet événement. Est-ce que tu as senti derrière les retombées au niveau d'autres combattants vis-à-vis du MMA GP, quand bien même tu es déjà super introduit, mais est-ce que tu sens que ça a fait frémir un peu des choses, ce rendez-vous là du Havre? Carrément. C'est vrai? Moi, j'ai l'impression que ça a ouvert au grand public, un public qu'on ne touchait pas forcément. Donc moi, via, une fois de plus, Sport en France, Jérôme Le Banner, je pense qu'on a attiré un autre public un peu plus large, un peu plus famille. D'ailleurs, on l'a remarqué au Havre, il y avait des familles entières. Déjà, on fait le déplacement de Paris, mais il y avait des familles entières. Et ça, c'est rare. Sur les salles parisiennes, vous avez beaucoup de jeunes, c'est des jeunes de l'âge d'Alphand, beaucoup de jeunes, et puis des puristes après, qui ont un peu plus notre âge à nous. Mais c'est vrai que là, on avait des familles, et je pense que ça a ouvert, ça participe à ce travail de démocratisation dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Et la deuxième pierre de cet édifice, donc, c'est le cirque d'hiver. C'est ça. Le 9 juillet, donc la transhumance Le Havre-Paris s'opère là en un mois, Abdel. Si tu devais retenir 2-3 points clés, key points qui vont faire de cet événement encore un événement supérieur. On parle de qualité des combattants, de public, de masse de personnes attendues, les choses importantes à savoir. Il y a la fight card qui est particulière, les puristes le savent. Pour ceux qui ne connaissent pas Fight Card, c'est donc le CV des combattants, voilà, la carte des combattants, tout à fait. On l'appelait comme ça. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc elle est particulière. Pourquoi les puristes parce qu'on a un combat prestigieux qui est celui de Cédric Doumbé, que tout le monde a envie de voir à l'œuvre. Et on va le voir d'ailleurs très bientôt sur Sport en France. Il arrive là, il arrive. On va l'avoir à distance. Ouais, tout à fait, Abdel. Vas-y, je te laisse continuer. Et puis il y a aussi en fait, on a décidé de faire 2 main events parce que les deux, un co-main event et puis un main event, donc combat vedette et puis l'ouverture du combat vedette, on va dire. On a décidé de faire 2 main events, 2 combats vedettes, puisqu'il y en a un qui est prestigieux, puis un sportif. On a quand même Jason Poney contre Yacine Chouchan, ça va être une super opposition. Et puis derrière, il y a le combat féminin, 70 kg, qui devrait envoyer pas mal aussi. Et puis il y a le combat d'Alphand, il y a une petite histoire derrière. Il faut savoir qu'Alphand a un adversaire qui a déjà affronté un de ses coéquipiers. Tanguy Chef, exactement. C'est ça. Et qu'il y a eu il y a eu un 1-1, si je ne dis pas de bêtises, avec Michael Jarrouj. Au premier combat. Donc là, on a quasiment sur une belle du club. Et donc voilà, la carte est très parlante pour les puristes. Alors tu restes sur 3 victoires de suite par soumission, il me semble. On parlera un petit peu des clés de ton combat avec Lucie. Avant cela, tu évoquais cette préparation, non pas tronquée, mais du coup bizarre à devoir garder un pic de forme. Tu l'as géré comment là, ce mois finalement sans ce combat pour garder la forme optimale? Finalement, j'ai juste fait une petite pause au niveau du régime. Ouais. Parce que sinon, j'allais être trop bas, trop vite. Okay. Du coup, je me suis refait un petit peu plaisir. J'ai repris du coup... De Twix de Twix, de tout. Et après, pour le coup, pour la prépa, après, j'ai continué les préparations physiques, les entraînements spécifiques, tous les jours, 2 fois par jour. On a prolongé. Ce travail qui va donc te porter sur ce combat, avec la spécialité pour Alphand, en tout cas ce qui fait sa force, Lucie, c'est la capacité au sol à être très solide. C'est ton univers judo qui donne cette capacité-là ou c'est juste une volonté? Non, déjà au judo, j'adorais le sol. D'accord. J'ai toujours eu des bonnes sensations au sol. J'ai toujours aimé vraiment toute la pratique du sol.
C'est ce qui peut faire la clé. C'est là où, évidemment... Déjà, il a un profil très sport de préhension. Il aimait le sol de base, donc il y a une certaine affinité avec cet univers. Mais en plus de ça, son club est vraiment... on le connaît comme ça dans ce milieu. C'est un club dont la signature, c'est le sol. Et on sait qu'ils sont redoutables au sol. Donc on imagine bien qu'aujourd'hui, il va nous faire un beau combat. Pourquoi pas se rapprocher d'un style caucasien, du type coincé dans la cage, coincé au sol, et puis ensuite faire du grand pound. Mais je crois que tu préfères les clés, du coup. Voilà, donc très bien. Alors, ne nous donne pas toutes tes clés, mais en tout cas, personnellement, je pense qu'il connaît mieux son job que moi, parce que moi, je suis une puriste plutôt du striking, lui plutôt du sol, donc je ne me permettrai pas de donner les clés de succès de son combat. À 25 ans, Greg, quand on a 25 ans comme Alphan, c'est facile de se faire une place dans le MMA. Aujourd'hui, le casting, les CV, est-ce qu'on est dans la force de l'âge? Comment ça se passe pour vulgariser un petit peu auprès des gens? Oui, c'est de plus en plus difficile de se faire une place parce que le nombre de combattants a explosé. Les jeunes, maintenant, ils n'ont plus que ce mot-là à la bouche. Avant, c'était la boxe thaï ou le judo. Et maintenant, c'est comme a dit Lucie, hein, les jeunes, ils veulent faire du MMA. Ils voient ça à la télé, c'est stylé. Donc, beaucoup de concurrence. Comme au judo, il y a énormément de concurrence, c'est très difficile. Et le MMA ne va pas déroger à la règle. Ça va être de plus en plus dur pour les jeunes. Et tant mieux, hein, ça leur fait des challenges. Nous, ça nous fait du spectacle. Voilà, donc tout le monde est gagnant, je pense. Lui, la concurrence, il en fait des pichenettes. Souvent, Cédric Doumbé est avec nous pour évoquer le main event de cette réunion du 9 juillet. Salut, est-ce que tu nous entends? Salut. Ouais, s'il fait des pichenettes avec ses biceps, effectivement. Cette affiche, le 9 juillet, Abdel, ce sera face à l'Autrichien Patrick Spirk, dont tu nous parlais tout à l'heure un petit peu hors antenne. Cédric, évidemment, les spécialistes le connaissent pour celles et ceux qui le découvrent aujourd'hui. Multiple champion Glory, grosse série mondiale de kickboxing, qui a aussi participé, je crois, à une télé-réalité qui était visible sur Netflix. Tu me confirmes, hein, Cédric, c'était plus pour tes qualités d'influenceur, je crois, à réseaux sociaux, non? Ouais, c'est de comédien aussi. Ouais. Ah oui, ça oui, on le voit bien sur les réseaux de temps en temps. Bon, et pour être un petit peu sérieux avant ce rendez-vous du cirque d'hiver, là aussi, comme Alphan, finalisation de préparation. Comment tu vas? Déjà, c'est une première question assez simple, mais t'en es où de cette préparation? Est-ce que tu es dans les conditions optimales? Ça va très bien, alhamdoulilah. Et alors moi, à la différence de mon ami là, j'ai oublié son prénom, Alphan, c'est ça? Oui. Bon, moi, je peux pas me permettre de relâcher la diète. C'est un peu la galère en ce moment, mais ça descend, ça se passerait très bien. Là, d'ailleurs, je sors de l'entraînement au sol et physiquement, je pensais que j'allais être crevé, mais en fait, ça va très très bien. Donc, très confiant pour ce deuxième combat en MMA. Tout à l'heure, tu citais mon palmarès, mais bon, pour t'éviter de trop parler, tu peux tout simplement dire le meilleur striker au monde. Ça t'évitera de perdre du temps. Non, je me sens très très bien. Franchement, j'avais un peu peur parce que comme c'est une nouvelle discipline pour moi, l'appréhension, ça me fatigue beaucoup. Et je pensais que la perte de poids allait être plus difficile que mes combats en kickboxing. Ah ouais. Or, notamment l'entraînement d'aujourd'hui, je me sentais très très bien physiquement et pourtant je suis à 3 kilos de mon poids, donc allez là, c'est bon signe, c'est bien sûr pour le fight. Bien sûr. Alors en 2021, donc tu décides de te lancer ce nouveau défi. Qu'est-ce qui a prévalu un peu dans ton choix et cette prise de risque? Tu parlais du poids notamment, et donc j'imagine que c'est une prise de risque quand on a tout gagné dans une discipline, se lancer ce défi. T'avais quoi en tête derrière ça? Alors, souvent, les camarades ici, là, parce que je suis en Irlande, à Dublin, ils me posent toujours la même question en me demandant mais pourquoi tu as changé? Et je leur dis, tu sais, quand tu as tout gagné et que tu n'arrêtes pas de gagner et que les mecs, à chaque fois, ils se couchent au bout d'un round, de 2 rounds, tu te dis, bon, je suis encore jeune et j'ai envie de nouveaux challenges, tu vois. J'entends que, bon, il y a des gens qui parlent de MMA. Tu vois des mecs sur YouTube, ils s'appellent Greg, ils font un peu les shows. Mais moi, je dis, bon, il faut que je leur montre un peu ce que c'est que vraiment de se battre. Tu vois, il faut que je leur montre vraiment c'est quoi un vrai style de MMA. Tu vois. Du coup, je me suis dit, allez, nouveau challenge. Et je suis persuadé que
que je peux être le meilleur en MMA comme je suis le meilleur en kickboxing. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est parti, nouveau challenge, j'ai les capacités. J'aime ça en plus, parce qu'avant, je ne vous cache pas, j'aimais pas trop le jiu-jitsu, le grappling, tout ça, parce que bon, moi, des mecs qui se roulent par terre. Et puis en m'y intéressant un peu plus, j'ai vu l'aspect technique qu'il y avait derrière tout ça. J'ai vu qu'il fallait beaucoup de fight IQ, tu vois, beaucoup d'intelligence de combat pour exceller dans ces sports au sol. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est mon ego qui a parlé. Je me suis dit, attends, moi aussi, je peux être le meilleur dans ça. Et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je m'entraîne avec Mehdi Hotman, d'ailleurs, au KFBC Clichy. Et franchement, je me régale. J'apprends à chaque entraînement. Alors, du coup, justement, tu me tends une perche, je la saisis. Il y a ce premier combat remporté face au Tchétchène Emiev. 8 mois plus tard, donc, il y a ce retour aux affaires. Qu'est-ce qui fait que sur cette période-là, tu parlais d'IQ, d'intelligence au niveau du combat, qu'est-ce qui a fait que sur ces 8 mois-là, aujourd'hui, tu te sens un meilleur combattant? Qu'est-ce que tu as bossé, justement, sur ce laps de temps? Déjà, le premier fight, il faut savoir que je me suis préparé, on va dire, tout seul. J'ai fait que du grappling et du kickboxing de mon côté. Ce qui n'est pas très sérieux, mais il faut dire la vérité, ce premier adversaire n'était pas hyper inquiétant. C'était un kickboxer. Déjà qu'en kickboxing, il n'est pas inquiétant. Alors là, en MMA, je ne me faisais pas de soucis. Ce n'était pas un adversaire très dangereux. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, j'ai une vraie team en MMA. C'est-à-dire que bon, là, on pourrait croire que je suis au Habs, en prison. Mais non, je suis dans un dortoir. je suis dans un dortoir en Irlande. Et en fait, ce qui m'a manqué dans ma carrière, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est une vraie team. C'est un entraînement quotidien, matin et soir. Et en fait, c'est une mise en autarcie dans cette bulle-là de MMA ou de kickboxing. Il m'a toujours manqué ça. Parce que moi, dans ma carrière de kickboxing, ce qui a fait ma particularité, c'est que je n'ai fait que voyager, prendre du savoir, revenir et m'entraîner à la maison. J'ai toujours été un peu seul. Or là, en MMA, je ne peux pas du tout faire la même chose parce que c'est un nouveau sport. C'est une nouvelle discipline que je découvre. Tu vois, c'est pas juste je fais du sol et c'est bon, je suis un bon kickboxer. Non, là, c'est vraiment du MMA. C'est une discipline à part entière. Donc là, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'étais obligé de voyager et de rester. Donc là, ce qui change, c'est que j'ai une vraie préparation. Et je le sens parce que la première semaine, quand je me suis entraîné ici, John, l'entraîneur, il m'a appelé champion du monde de sommeil, de dodo, parce que j'arrêtais pas de dormir, j'étais mort, mon corps il répondait plus, parce que c'était tout nouveau pour moi. Et maintenant, avec tout le poids que j'ai perdu, j'ai un rythme qui est plus élevé que la première semaine et je me sens de mieux en mieux. Donc c'est ça qui a changé, c'est que là, il y a une vraie préparation. Alors, le premier adversaire, je vous ai dit qu'il était, entre guillemets, pas exceptionnel. Le deuxième non plus, on va pas se mentir, hein, je vais pas faire le fanfaron. Le deuxième non plus, c'est pas un tueur. Il est certes meilleur que le premier, mais c'est pas un tueur non plus. Donc après, je voudrais revenir sur mes propos. J'ai dit sur Instagram que j'allais le mettre KO au deuxième round. Je pense que je me suis un peu emballé parce que, à mon avis, il ne tiendra même pas le premier. Voilà. Faut pas le laisser dans un dortoir. Abdel craignait ta sortie, Cédric. Voilà, on l'a laissé dans une cage à Dublin. Et ben ça y est, cette confiance naturelle, ces punchlines. Lucie, c'est tout Cédric, c'est ce qui fait son sel. Toi qui connais bien ses qualités, c'est quelqu'un qui peut aller haut, qui doit même aller haut avec en plus ce qu'il met en place en ce moment-là. Ça a l'air très intense. Alors d'un point de vue marketing, déjà c'est le meilleur client qu'on puisse avoir en France à mon sens parce que c'est un entertainer, il va totalement plaire au style américain s'il rentre dans une grande organisation américaine. Ça, c'est une première chose. Et après, d'un point de vue qualité... Il est à l'écoute, hein, t'as vu, t'es crédible. Hein. Et sinon, d'un point de vue sportif, pour l'avoir vu à l'œuvre au Glory, donc c'est un homme qui est solide et physiquement dans le ring. Mais je pense aussi qu'il a les qualités physiques pour être solide en lutte, par exemple. Donc je ne sais pas s'il travaille la lutte actuellement. Très bonne question. Mais c'est la première chose, selon moi, quand on est striker, à travailler. Parce que la lutte décide de là où on souhaite aller dans le game, dans le jeu. Donc, en tout cas, il a les qualités physiques pour être bon dans la lutte. Est-ce qu'il le travaille? C'est la question que je lui pose. Eh ben ouais, c'est top. Cédric, lutte ou pas? En fait, il y a un truc
que je voudrais dire à vous tous, et même à ceux qui me regardent, s'il y a même des plus jeunes. Au début, j'étais très confiant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, je me disais même, quand j'ai fait le podcast avec Joe Rogan, donc sur son podcast, j'ai dit, moi, l'idéal là, ce serait que je défende mon titre en kickboxing et que direct j'aille à l'UFC et je combatte Ousmane. Là, Ouais, bon. quand j'ai commencé à m'entraîner en grappling, T'es un peu moins j'ai serein, pensé à quoi. Ousmane, je me suis dit non mais attends, c'est impossible que je combatte Ousmane demain, c'est mort. Et quand j'ai commencé ici le training camp, parce qu'en fait faire du grappling c'est une chose, mais faire du MMA c'est une autre chose. Et là quand j'ai commencé la préparation ici, je me suis dit ah ouais d'accord. Franchement, je vais me confier, j'ai eu un gros doute la première semaine. Je me suis dit est-ce que je vais y arriver parce que c'est chaud quand même, parce que les mecs ici. euh, les gens pensent que, bon, comme c'est le club de Conor McGregor, et étant donné que c'est un bon striker, que c'est un club de striking. Pas du tout, hein. Ils sont extrêmement claqués en striking ici. Par contre, ce sont des très très bons lutteurs et des très très bons grappleurs. Et la première semaine, je ne vous cache pas, je me faisais laver, que ce soit en lutte ou au sol, je me faisais laver. Et physiquement, je me disais, wow, en fait, le MMA, c'est une dinguerie, c'est trop chaud. Et ça m'a fait douter. Et après, à force de persévérance, et bien sûr, en fait, ici, il n'y a qu'un entraînement en kickboxing, c'est le mercredi, et franchement, il est pas top, hein, pour vous dire, même après cet entraînement-là, et je vais au sac et je me fais ma séance. Ah oui. Donc, tout ça pour vous dire qu'ici, je bouffe que de la lutte, que de la lutte, et j'ai pas envie de dire lutte, je bouffe que du MMA, en fait. On parle de cage control, de défense de sol, de grappling, tout, que du MMA. Et aujourd'hui, avec les conseils des coachs, tu vois, un coach comme John, par exemple, quand il me voit et qu'il me dit franchement, tu as un style exceptionnel, tout ce que je pensais que je devais gommer, en fait, il n'y a rien à gommer parce que tu as déjà un style MMA. Il m'a dit clairement, tu as juste à apprendre 2-3 trucs et tu es imbattable. Moi, un coach comme John qui me dit ça, franchement, ça me sauce. Bon, après, il n'a pas besoin de me saucer lui parce que je pense Non. que moi, déjà seul, je me Petite sauce. confiance naturelle, ouais, qui est là, quoi, ouais. On va le dire comme ça, mais... Voilà, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Et aujourd'hui, à la dernière semaine de ma préparation, ici, vu la séance par exemple que j'ai faite ce matin, franchement, je suis très content et ça a totalement changé ma vision des choses. Mais voilà, au début, j'étais un peu trop confiant et j'ai parlé un peu trop vite en disant ouais, mais moi, bah, tranquille, j'apprends un sprawl. Et après, c'est bon. Non, ça n'a rien à voir. C'est un sport à part. C'est une discipline à part entière, le MMA. Et c'est pas juste, tu sais mettre 2-3 coups de poing et sprawler. Non, non, non. Et physiquement, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Donc maintenant, ça m'a permis de respecter vraiment ce sport et de respecter vraiment les champions de ce sport, hein. Notamment des mecs comme Greg, que je respecte parce qu'il a une carrière. Et c'est pas, voilà, c'est pas n'importe quoi, les MMA. Donc voilà, respect. Et par rapport à ça, il y a cette idée de l'instant, mais j'imagine que tu te projettes, tu te vois où dans 5 ans, toi, celui qui est là en mode sophomore, puisque deuxième combat à venir, tu visualises comment? Avec ta confiance, mais ta franchise, parce que tu es très franc sur ce plateau comme tu l'es dans la vie. Est-ce que tu as un petit plan de carrière sur cette deuxième partie de vie de combattant? Dans 5 ans, ouais. Je me vois à Médine, en Arabie Saoudite, en train d'étudier. Mais sinon, à court terme, là, à court terme, hein, là, l'objectif et ce qui va se passer, c'est que je signe le contrat UFC pour combattre en septembre à l'UFC. En septembre? Ouais. Ok. À court terme. Voilà. En plus, dans 5 ans, champion de l'UFC. Hein. Est-ce qu'il y a des pistes? Ça bouge. Ouais, Greg, vas-y. Ouais, salut Cédric, ça va? Ça va. Ouais. Dis-moi, je me disais que toi qui as un style de boxe fabuleux, mais tu es un peu plus fort quand c'est le mi-distance, voire corps à corps. Comment est-ce que tu penses que tu vas gérer cette distance, justement, où c'est une distance en MMA où il y a souvent du corps à corps, et justement, tu vas te confronter à des mecs qui vont te sauter dessus dès que tu vas rentrer à mi-distance? Alors, par exemple, hier, c'était mon dernier sparring. Et naturellement, étant donné que quand j'ai commencé, j'avais beaucoup peur, tu vois, d'être amené au sol. Naturellement, j'ai cette posture que j'avais déjà aussi en kickboxing, c'est que j'ai la tête en avant, le buste en avant et
j'ai la garde basse. Ce qui fait que l'adversaire, même psychologiquement, il n'a pas envie de shooter. Shooter, c'est-à-dire il n'a pas envie d'aller dans les jambes pour m'amener au sol. Parce qu'en fait, j'ai des grands bras déjà, donc j'ai une allonge qui est vraiment très très grande par rapport à ma taille. Ce qui fait que avec mon jab, je tiens à distance. Et maintenant, c'est bien que tu en parles de cette mi-distance, Greg, parce que notamment hier, j'en ai parlé avec Dave, qui est le second coach, et je lui ai dit, écoute, à distance, je me sens très très bien. Je lui ai dit, par contre, quand c'est la mi-distance et que le mec il commence à m'attraper le bras ou quoi, c'est pas que je me sens mal, mais j'aime pas. Et il m'a dit justement, et on a travaillé ça hier, on a travaillé ça, des positions pour que je me sente bien. Il m'a dit, regarde là, quand tu es comme ça, tu es à l'aise, là tu crains rien. Donc on a vraiment travaillé, drillé cette position de mi-distance, et franchement, je suis bien. Je suis bien. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est vrai que je suis pas à l'aise, parce que je me dis, attends, vas-y, qu'est-ce qu'il va faire? Et non, en fait, on l'a drillé, on l'a drillé, on l'a drillé, on l'a drillé, on l'a drillé. Et maintenant, j'ai des outils pour la mi-distance, et je crains pas. Et je m'entraînais aussi la semaine dernière parce qu'il était là avec Azael, je sais pas si vous le connaissez, qui est un bon combattant qui est en train de monter en ce moment, qui est au Bellator. C'est un Français. Et Azael, justement, il m'expliquait qu'au début, quand il était arrivé ici à Dublin, il n'avait jamais fait de MMA de sa vie. Et maintenant, il m'expliquait que quand, par exemple, le mec le prend en single leg, donc quand le mec a une jambe, un lutteur ou n'importe quel adversaire lui attrape une jambe, ou même quand il est dos à la cage et que l'adversaire est vraiment collé à lui, il m'a expliqué qu'en fait, ces deux situations-là, il était à l'aise en fait. Il m'a expliqué qu'il était à l'aise. Moi, j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Moi, j'ai envie d'être à l'aise dans ces deux situations-là. Et puis, j'ai travaillé avec lui, il m'a montré des techniques, on a travaillé. Et maintenant, je ne dirais pas que je suis à l'aise, mais je suis mieux qu'avant. Donc, j'en ai plus peur en fait. Voilà. J'ai plus peur de ces positions. Ça donne envie de voir une vidéo. Greg Cédric là pour parler technique et vous retrouver dans la cage. Tu prends rendez-vous Moi, ça c'est quand il veut, mais de toute façon j'avais pu apprécier ses progrès en lutte qui sont assez conséquents. On a vu des vidéos, je l'ai même vu en vrai, c'est un athlète super. Parfois il peut être un peu exubérant au niveau de sa tchatch, on peut le croire prétentieux, mais le travail qu'il fournit et la remise en question permanente qui nous décrit maintenant prouve son humilité et que sa grande gueule en fait c'est beaucoup de factices. Mais c'est bien, ça fait vendre. Et ça fait parler de lui, et comme a dit Lucie, ça marche énormément là-dessus. Cédric, avant de te lâcher, il y a eu la question du technicien, la question du journaliste. Tu parlais UFC tout à l'heure, il y a des approches, il y a des contacts, ça bosse en coulisses? Ah oui, clairement, ouais, non, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça, je vous le dis, oui. Quoi de Abdel, oui. Il a lâché l'info, parce qu'on me harcèle avec ça, donc Cédric, ça sort de ta bouche. À chaque fois, on me dit, est-ce que Cédric va à l'UFC, est-ce que tu sais quelque chose? Moi, je ne sais rien, mais là, voilà, il a fait une excuse. Enfin, c'est une sacrée info qu'il vient de lâcher. Septembre. Ouais. Ok, il y a une offre concrète. Il faut une victoire, après. Bien sûr. Moi, je parle parce que je sais que je vais gagner, mais c'est pas grave, vous avez compris. Tiens, j'avais une autre question aussi, si tu as encore un peu de temps, Cédric. Parce que Jérôme, tu vois, il voulait, quand il combat, il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, Greg, c'est pas de faire du kickboxing, c'est de faire du MMA, c'est de le mettre par terre, c'est de le tabasser ou de le soumettre. Est-ce que toi aussi, tu as cette envie, ou tu as plutôt envie de rester debout pour mettre ton kickboxing en avant, ou alors tu as envie toi aussi de te faire plaisir et de travailler tous ces aspects pour justement pouvoir t'exprimer, notamment au sol? Alors, pour te répondre, je vais te dire toutes les positions où je me sens à l'aise. Et je vais te dire celles où je me sens pas à l'aise. Je me sens à l'aise quand je suis debout et que le mec il est à distance. Je me sens à l'aise quand on est debout et qu'il est contre la cage et que je le contrôle, tu vois, contre la cage. Je me sens à l'aise quand on est au sol et que je le contrôle contre la cage. Je n'ai pas peur de ces positions-là. Par contre, si j'envoie mon adversaire au tapis et que je dois aller au sol avec lui pour le finir, je ne suis pas trop à l'aise dans cette position-là. Je vais plus rester debout parce que j'ai confiance en mon striking. Je vais le laisser se relever, mais je ne vais pas, je vais pas le tabasser au sol. Ouais, pas encore. On a une présentation super de ce combat face à Spark, l'Autrichien, du 9 juillet grâce à Cédric. Merci d'avoir été avec nous. Cédric, on te libère, on te laisse retourner dans ton fameux dortoir, comme tu l'appelles toi-même. Je vais juste terminer. Vas-y. En disant que, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais déjà, je voulais remercier Abdel pour me faire combattre. Je tenais à ce qu'il me remercie aussi. Parce que merci à toi de dans son organisation. Merci à toi, Cédric.
Je voulais surtout dire que voilà, l'organisation qui fait combattre Cédric Doumbé ne peut que être numéro 1, en tout cas en France. Parce qu'on ne va pas dire dans le monde, parce qu'il y a l'UFC. Mais en France, en tout cas, celle qui fait combattre Cédric Doumbé ne peut que être numéro 1. Donc voilà, ça c'était une petite dédicace à Abdel. Merci beaucoup, je prends ça pour un compliment aussi. Là. Merci Cédric. Avec plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas. Cédric Doumbé qu'on connaît. Merci. Merci à toi d'être passé sur Sport en France pour évoquer cette réunion qui là est bien lancée. Hein, avec la venue de Cédric, on est clair que le décor est planté. Ça t'a fait tiquer. Hein, ça va faire un main event court, c'est ça? C'est surtout que non, mais il se remet en question. En fait, c'est ce que disait Greg aussi. Il y a ce côté que tout le monde connaît de Cédric où il fait le con. Mais il faut savoir qu'il s'amuse en fait. Cédric il s'amuse. Je pense que c'est une façon aussi de se détendre avant le fight. Mais en vrai, c'est un gros bosseur, c'est un grand professionnel. Je le vois dans sa communication, dans les demandes. Enfin voilà, on travaille en étroite collaboration avec son équipe. Et on voit bien que c'est des grands professionnels. On voit qu'ils ont travaillé avec les grandes organisations. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Tout le monde voit Cédric comme quelqu'un qui fait du bruit sur les réseaux. Mais non, gros bosseur et un vrai pro. Et Lucie, Greg, je parle sous votre contrôle, dans une catégorie de poids qui est super dense, il me semble. Donc encore plus dur pour se frayer un chemin. Je ne sais pas, Lucie, si tu peux un peu nous... C'est la catégorie moyenne, en fait, masculine. Donc c'est là où welter à peu près. C'est l'équivalent, et donc c'est là où il y a effectivement une grande densité de combattants, donc plus de compétition, donc il va falloir qu'il soit vraiment, vraiment très bon. Maintenant, il a le caractère pour. Il est dur, il est dur dans la tête, il sait se faire mal. Comme disait Abdel, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de partir des spotlights du Glory pour retourner à la cave s'entraîner. Et ça, ma foi, qui peut arrêter un homme qui est aussi déterminé? Clairement. Merci en tout cas à vous toutes et tous d'avoir été avec nous. Alphonse, on suivra ton combat toi aussi face à Kanguichiev à l'occasion de cette très belle réunion. À partir de 22h30 le 9 juillet sur Sport en France, dans un cadre, Abdel, aux petits oignons, parfait pour ce genre de réunion. Le cirque d'hiver, si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire. Honnêtement. C'est un endroit surtout mythique. Sur du MMA, c'est bien sûr. On a une vraie arène. Lucie Berthaud, Greg MMA qui seront aux commentaires de cette session. Ils affûtent leurs fiches. Vous avez vu, elles sont déjà pointues. Avec Cédric qui nous a déjà donné toutes les clés de son combat. Vous pourrez évidemment voir tout ça en replay pour le savourer juste avant le début de ce main event. Greg, Abdel, Alphonse, Lucie, merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis sur Sport en France. Le premier volet d'une longue série avec le MMA, évidemment, sur l'antenne de Sport en France à l'occasion de cette belle saison. On remercie toutes les équipes autour de Pierre Driot, j'ai écorché son nom, notre réalisateur en régie, Lucien à l'édition, et toutes celles et ceux qui ont permis à cette émission de pouvoir se réaliser. Merci à vous et à très vite pour de nouveaux opus sur Sport en France.